Salut les amis, nous voilà en direct. Donc je suis dans un petit café parce que je suis pas chez moi, hein, vous l'avez compris. Donc on va faire le coaching live de 19h. Donc faites comme d'habitude, faites-moi un petit coup de cou, un petit coucou, un petit pouce en haut ou un petit cœur si vous êtes là. Et puis posez-moi vos premières questions. Je vois que vous étiez nombreux à attendre puisque vous êtes déjà 7 en ligne. Merci Franck. Coaching live. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème particulier comme la semaine dernière. Donc bonsoir Olivier, merci. Salut Nicolas, salut Fred. N'hésitez pas à me poser vos questions sur quoi vous avez besoin de qu'on avance. Salut Johan, salut Fred. Ça fait plaisir de t'avoir en direct. Donc quel est le point sur lequel vous progressez, sur lequel vous avez des questions? Je vous écoute. Je vous laisse arriver tranquillement tous ensemble. Et puis je vous dis à tout de suite les amis. Salut Bruno. Je me prends une petite... J'attends vos premières questions les amis. Voilà, pensez à me mettre un pouce vers le haut et puis un j'aime. Une première question de Julien. Super Julien. Alors, qu'apporte le VTT pour le véloroute? Ah, voilà une belle question. Salut, il y a mon pote David. Alors le VTT pour le véloroute, c'est un excellent complément. Pourquoi? Parce que premièrement, comme le véloroute, c'est un sport cardio, un sport où on travaille les capacités cardiovasculaires. Deuxièmement, je dirais c'est quasiment le sport le plus proche du cyclisme en termes d'efforts et de gestes techniques. Donc c'est intéressant. Et l'avantage du VTT, surtout dans cette période un peu hivernale, c'est qu'il va permettre de pouvoir faire des sorties plus courtes, des sorties à une vitesse réduite, étroite, d'accord, plus réduite, parce que c'est l'hiver. Je vous ai dit, en dessous de 10 degrés, des sorties de plus d'une heure, 1h30, c'est craignos. Vous faites une sortie VTT, ça fait une bonne sortie par rapport à une sortie véloroute. Donc très clairement, le VTT, c'est hyper complémentaire par rapport au véloroute sur le plan cardiovasculaire, musculaire, technique. On peut faire des séances assez riches et intensives en peu de temps. Et puis, on va développer le fait de varier, c'est ludique, c'est intéressant de changer. Et ça va développer une sorte d'habileté qui, en vélo, est surtout intéressante. Si vous faites des courses, vous allez prendre plus d'habileté pour vous faufiler dans les pelotons, pour être à l'aise quand ça frotte, quand ça serre, quand il y a des passages techniques dans les descentes. Donc vraiment, le VTT est un excellent complément je souris parce que j'ai mon ami David qui m'a débusqué au Café du Boulevard, c'est ça. Donc voilà, faites du VTT, c'est un excellent complément pour votre entraînement vélo. Alors c'est ce qui est vrai pour le VTT, la course à pied, le ski de fond, la natation, sont des sports cardio. Quand vous êtes loin de vos objectifs, comme ça en période hivernale, c'est extrêmement bon de pouvoir substituer ces sports-là au vélo. Parce qu'encore une fois, ça vous régénère mentalement de faire autre chose. Et il vaut mieux aller nager que de rouler quand il fait 0 degré, qu'il y a de la glace sur la route, que vous risquez de vous casser la gueule. Il vaut mieux aller faire du ski de fond. D'accord? Donc, c'est des sports que vous pouvez pratiquer, comme ils sont cardio, excellent pour vous. Par contre, plus on se rapproche des objectifs, moins ces sports-là ont un intérêt pour le véloroute. D'accord? Voilà. Alors, j'ai une question de... Salut Hélène. Salut Olivier. Salut Baptiste. Alors, il y a Ben qui me dit... Salut Nico. Est-ce que à cette saison, faire toutes les bosses à 50 tours de pédale par minute, à 75% de sa FC Max, c'est bien. À 75% de sa FTP, c'est bien. Donc 75% de sa FTP, c'est vraiment en endurance. Alors, c'est un bon entraînement, Ben, mais le seul inconvénient, c'est que si tu fais tout le temps le même entraînement, même le meilleur entraînement du monde devient pas bon. Je l'ai déjà expliqué. Grosso modo, on a
une progression optimale pendant 3 semaines. Quand on fait le même genre d'entraînement pendant 3 semaines, on va vraiment chaque semaine progresser, avoir une position optimale. Au-delà de 3-4 semaines, on va avoir un effet seuil. C'est-à-dire que pour le même niveau d'entraînement, votre progression, elle sera plus que de ça, alors qu'avant elle était de ça. Donc, c'est important de régulièrement changer ton style d'entraînement, Baptiste. Donc, fais des séances comme ça, c'est très bénéfique parce que ça te fait travailler la force. C'est une façon de travailler la force. Attention à pas prendre froid dans les descentes. Et effectivement, la force, on la travaille aux alentours de 50 tours de pédale par minute et à 75% de sa FTP ou à environ 80% de sa FC max. Voilà. Pour ceux qui marchent en PMA, je souris parce que je me dis que tous ceux qui sont pas branchés avec ce genre de trucs, ça les saoule sitôt qu'on utilise ces terminologies-là. Mais voilà, hein, grosso modo, c'est un effort qu'on fait en aisance respiratoire à l'aise. Ok ? Alors, Baptiste qui me dit, aurais-tu des conseils pour ne pas avoir peur de la vitesse en descente? Oui, Baptiste, va voir un préparateur mental. Si on a peur de la vitesse en descente, principalement, c'est dû au fait qu'on ne porte pas son attention au bon endroit. Voilà. Donc, selon où vous regardez avec votre regard, ça peut vous faire peur. Plus vous regardez loin, moins ça vous fait peur. Plus vous regardez près, juste, vous regardez votre roue là, et il y a une sensation non seulement de vitesse, mais de ne pas pouvoir anticiper. Ok ? Ensuite, il faut trouver la bonne distance parce que quand vous regardez trop loin, vous risquez d'avoir peur de dire il y a un truc qui va passer sous ma roue que je vais pas voir. Et là, vous regardez votre roue et là, vous vous cassez la gueule, vous êtes plus nerveux, etc. Donc, la plupart du temps, ça vient de cette chose-là. Après, il peut y avoir un ancrage mental dû à un choc émotionnel, une chute, le plus classiquement, mais des fois, ça peut être dû à d'autres choses et qui fait que vous êtes bloqué. Là, il va falloir travailler peut-être plus la respiration, d'accord ? Je me concentre sur ma respiration, je me relâche. Alors ça, il ne faut pas le travailler sur le vélo quand vous êtes en descente. Vous allez le travailler à la maison, le matin quand vous levez, vous apprenez à vous relâcher. Je me concentre sur ma respiration, je relâche. Là, vous voyez, j'ai un peu des tensions au niveau des épaules et des trapèzes. Je respire, je me relâche. Pendant que je pense à ça, je pense à rien d'autre. Donc je vais m'amuser à faire ce qu'on appelle un body scan. Donc sur la version 1.3 de l'application Mon Coach Vélo, vous allez avoir un body scan. Donc vous partez du sommet de la tête, vous analysez, vous observez vos zones de tension, vous relâchez. Ok ? En apprenant à faire ça en dehors du vélo, le jour où vous le faites sur vélo, vous allez pouvoir le faire très très vite. Et donc quand vous arrivez en haut d'un col, vous relâchez. Quand vous mangez, quand vous prenez un bidon et attaquez la descente, relâchez et portez votre attention là-dessus. Si vous avez un traumatisme émotionnel, mon cher Baptiste, j'ai peur que ce soit un petit peu plus compliqué. Et là, il faut voir un préparateur mental. N'oubliez pas, quand je réponds à la question, si c'est clair pour vous, mettez-moi des pouces ou des j'aime, comme ça me dit que c'est bon. N'hésitez pas à me mettre des figures de « oh, ça va pas » si ma réponse est pas claire. Et puis bien sûr, vous pouvez reposer les questions en dessous. On a 1 heure jusqu'à 20 heures. Je réponds à toutes vos questions. Alors, il y a Fred qui me dit, pour travailler le P2I, cadence 90, 100 tours de pédale, force à exercer sur le home trainer, cardio 60%, 7 secondes à fond, toutes les 2 minutes 30. Bon, alors, plein de questions de Fred sur le P2I. Merci pour vos pouces. Merci Sonia, je vois que tu me fais des super pouces. Donc, le P2I, la clé de le P2I, c'est quoi ? C'est qu'on va faire des sprints de 7 secondes, en tout cas de moins de 10 secondes, à bloc. On peut faire ces sprints en départ arrêté. Je mets du braquet, je suis quasiment arrêté. Je vais devoir lancer pendant 7 secondes de sprint. Ça me fait vraiment travailler proche de la force max. Je peux travailler en force lancée, c'est-à-dire que je vais rouler à un bon tempo et au moment où arrivent les 7 secondes de sprint, je mets plus de braquet et j'essaie de relancer ce sprint avec du braquet, mais lancé. Je peux le faire en vélocité et je peux le faire en danseuse, par exemple. Ok ? Voilà. Et en danseuse, je peux faire les trois variations, on va dire. À partir de là, Fred, c'est intéressant de se dire que la cadence, c'est à moi de la définir en fonction de ce que je veux travailler. Dans une période où je travaille la force, je peux travailler le P2I en force. Dans la période où je vais travailler l'endurance ou la vélocité, je vais pouvoir travailler le P2I en vélocité. Moi, ce que je préconise, c'est quand on commence le P2I, c'est bien de commencer les sprints plutôt en vélocité. Voilà, c'est plus souple, c'est plus doux, ça vous fait monter le cœur, c'est intéressant. D'accord ?
Le cœur, normalement, en 7 secondes, il n'a pas le temps de monter. Même si vous êtes champion du monde du sprint, en 7 secondes, le cœur n'avait pas de monter. C'est pour ça qu'on travaille de l'endurance par intervalle intensif, EP2I, endurance par intervalle intensif, d'accord. Et après, le temps de récupération, donc de 2 minutes 30 à 4 minutes, ok, eh bien, on essaie d'être rapidement aux alentours de 70% de la fréquence cardiaque maximale, d'accord. Autrement dit, on revient en aisance respiratoire vraiment très facile. Il faut savoir, comme ça, travailler à faible intensité. Et puis, on met un sprint. Le cœur ne monte pas, donc on reste en endurance, mais par contre, on évite de tomber en effet diesel, d'accord, parce qu'on va travailler un peu l'explosivité, donc c'est très intéressant. En plus, on accélère le métabolisme, donc on va avoir un afterburn effect, c'est-à-dire qu'après la séance, pendant 48 heures, on va continuer à brûler du gras. C'est très intéressant. Alors, une dernière précision, Fred, sur le P2I. Effectivement, les études ont été faites sur 2 minutes 30 jusqu'à 4 minutes de récupération entre les sprints. Moi, je vous conseille aujourd'hui, de par l'expérience que j'ai pu mettre en pratique, etc., 3 minutes, c'est vraiment le temps de récupération optimal. Si vous continuez à descendre en dessous de 2 minutes 30, par exemple, le corps n'a pas le temps de refaire l'ATP, l'adénosine triphosphate, qu'il utilise pendant les sprints. Donc vos sprints seront moins intenses, moins efficaces, c'est pas bénéfique pour vous. Ok, 3 minutes, c'est vraiment, on est vraiment à l'idéal. Alors Olivier me dit, salut Olivier, que penses-tu de body weight pour le vélo? Alors Olivier, éclaire-moi un peu là tout de suite. Je t'avoue, j'ai pas en tête ce que c'est que le body weight. Donc réclaire-moi, ça va me revenir et je vais dire voilà. Gabriel me demande SRAM Red ou Ultegra R8000. Honnêtement, Gabriel, les deux sont de très bons groupes. Je connais les deux, j'ai essayé les deux. Les écarts de prix sont minimales, les écarts de poids sont minimales. Après, c'est du confort de passage, quoi, vous voyez. Donc, il y a des gens qui vont préférer SRAM. Il y a des gens qui vont préférer Shimano parce que voilà, je clique à droite, je clique à gauche, c'est facile. Bah, voyez, il faut que ça vous convienne. Franchement, les deux, moi, en 2 minutes, je m'adapte aux deux. Les deux sont très bien, donc c'est vraiment ce que tu préfères, on va dire, au niveau look, si ça te convient, parce que au niveau prix, enfin, sauf si tu as un super prix sur l'un des deux, mais c'est deux super groupes qui sont vraiment équivalents en gamme, en fiabilité dans le temps. Vas-y, les yeux fermés. Alors, Julien, j'imagine, d'accord. Et le VTT, c'est aussi du vélo. Ah, bis à toi et merci pour tes conseils. Eh ben oui, je pense que c'est ce que j'ai dit, Julien. Salut Alain, salut Bruno. Bruno me dit tu es plutôt pâte au riz. Alors, clairement, moi je suis plutôt riz parce que les pâtes souvent sont faites à base de blé, contiennent du gluten. Alors, moi je suis pas un anti-gluten, de temps en temps vous pouvez en prendre, d'accord, mais je constate que le riz me convient mieux. Je suis pas allergique au gluten ni intolérant, mais je me rends compte que quand je me passe de gluten, j'ai le ventre moins gonflé, j'ai plus la patate, etc. Donc je dors mieux la nuit, j'ai moins de douleurs, etc. Donc moi je suis plutôt riz, qui a un indice de glycémie normalement, s'il est bien cuit, qui est meilleur que celui des pâtes aussi. D'accord ? Évidemment, riz complet ou riz mélangé, c'est meilleur. Voilà. Mais après, c'est vraiment une question de goût, quoi. Si c'est des pâtes complètes ou si c'est des pâtes au quinoa, franchement, c'est très bien. Faites-vous plaisir et puis variez l'alimentation, quoi. Salut JM. Baptiste me dit surtout dans les virages et trajectoires. Ben voilà. Alors dans les virages, je reviens à la question de Baptiste sur les descentes, mais très clairement, soit on a peur de la vitesse dans les lignes droites quand ça va vite. Merci les gars de me remettre des j'aime et des cœurs pour me dire si j'ai bien répondu à votre question. Alors, en descente, soit on a peur de la vitesse dans les lignes droites, et là on va travailler ce que j'ai dit, c'est là où je porte mon attention. Ok, il faut que je règle bien entre pas trop prendre conscience de la vitesse et focaliser mon attention sur des choses qui me donnent de la trajectoire. Si j'anticipe ma trajectoire elle va être beaucoup plus fluide et arrondie. Donc ça c'est intéressant. Si vous regardez devant votre roue, votre trajectoire elle va être cassée, vous allez mettre des à-coups, etc. Et ça va vous faire peur. Les basiques, mon cher Baptiste, et vous retrouvez ça dans le
Dans le programme Meilleur Grimpeur, d'accord, vous avez 6 clés pour mieux descendre. Ta trajectoire dans les virages, c'est extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire que avant le virage, je vais freiner. De manière à ce que quand je commence le virage, je penche mon vélo, je lâche les freins et ça va faire comme un phénomène d'accélération. Et cette énergie cinétique-là va écraser les pneus et va m'augmenter l'adhérence. Je vais donc pouvoir m'incliner plus. Et si je m'incline plus, je contrôle mieux ma trajectoire. Donc avant le virage, je freine le plus possible. Donc on est d'accord que si la route tourne à droite, je ne vais pas dépasser pour aller en face à gauche, mais je vais me mettre sur ma droite le plus à gauche possible. Et puis, dès que j'arrive à peu près à la perpendiculaire du virage, je vais me pencher le plus possible, ok, puisque je relâche les freins, et viser l'intérieur du virage. Et là, avec mes yeux, je regarde l'intérieur du virage. Je regarde toujours l'intérieur du virage jusqu'à que je sois complètement sorti du virage, à nouveau dans la ligne droite. Donc à chaque fois, je regarde l'intérieur du virage si je suis à droite. Si je suis à gauche, c'est exactement la même chose. Là, je vais pouvoir me mettre à l'extrême droite du virage, parce que mon virage va tourner à gauche comme ça. Donc, je vais me mettre à l'extrême droite, je peux, puisque je suis sur le côté droit de la route. Je vais plonger quand je vais arriver dans le virage le plus possible en regardant à 3-4 mètres devant l'intérieur du virage complètement à gauche. Et je vais rester avec mon regard extrêmement tourné sur la gauche, ce qui va me permettre d'avoir la bonne trajectoire. Okay ? Ensuite, je relance. Le fait de me concentrer là-dessus, mon cher Baptiste, me concentrer sur ma stratégie de conduite, freinage avant, ma trajectoire, eh bien, pendant que je pense ça, je pense pas à ma peur, et donc, ça va contribuer petit à petit à ce que je sois meilleur dans les virages. Et descente après descente, je vais m'améliorer. N'imagine à aucun moment, Baptiste, que tu vas pouvoir avoir le coup de doigt magique qui va d'un coup, tu es excellent dans les descentes. Tu peux être très mauvais si tu appliques petit à petit et à chaque fois ces méthodes-là. Tu vas voir que tu vas t'améliorer en descente, tu vas prendre confiance et donc après tu vas devenir de mieux en mieux. Ça va les gars? Ça vous plaît cette réponse? Ça vous convient sur la descente? Allez, j'attends vos pouces et je bois un coup. Alors, un pouce seulement? 2, 3, c'est bon, ça va. Sur les descentes, je vous ai donné une réponse qui vous plaît. Alors, Sébastien me dit « Bonsoir, merci pour tes conseils qui m'ont aidé pour me mettre au vélo. Certes, au niveau cyclo pour le moment, mais avec beaucoup plus d'aisance. » Bah écoute, merci Seb. Johan qui me dit « Que penses-tu du run and bike pendant l'intersaison ?» Bah écoute, Johan, j'ai fait une vidéo là-dessus, très clairement, parce que je pense que dans l'intersaison, le run and bike, c'est un excellent moyen d'entretenir sa caisse, de le faire avec un pote, donc c'est sympa. Même à l'entraînement, je veux dire. Et c'est une façon de travailler le fractionné, parce que quand vous courez, vous mettez taquet pour suivre le vélo. Quand vous êtes en vélo, si vous êtes relativement sur du plat ou en VTT, c'est plus facile pour vous, ça vous permet de récupérer, d'accord? Et donc faire ça à deux sur du 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, selon votre niveau. Essayez de prendre quelqu'un à peu près de votre niveau, parce que s'il y a trop d'écart entre les deux, il va aller vite en vélo et vous allez avoir du mal à le suivre, vous allez exploser. Bon, de toute façon, celui qui est en vélo, il attend toujours un petit peu. Et après, sur le vélo, vous allez pour le suivre, vous allez vous fatiguer. Mais c'est un excellent moyen, comme j'ai parlé tout à l'heure du VTT, du ski de fond, de la natation, d'entretenir votre niveau de forme. Je vois qu'il y a une lumière là, peut-être que c'est désagréable pour vous. C'est un excellent moyen d'entretenir votre niveau de forme, de varier les plaisirs. Donc, run and bike à fond. Non, je suis pas bon, c'est dans le sens. Quel con. Ah oui. Alors, penses-tu que 1 mois de force et 1 mois de puissance est bon en novembre-décembre? Alors, travailler la puissance au mois de décembre, au sens PMA, au sens on va faire du fractionné par intervalle, pour essayer d'améliorer sa puissance. La puissance, c'est une qualité qu'on développe, mais qu'il faut aussi entretenir. Donc,
ça ne présente qu'un intérêt, soit si tu as des courses au mois de janvier ou février, donc tu te prépares déjà pour les courses de mois de janvier-février, faites attention de ne pas vouloir être le champion du monde de l'entraînement, et des courses de début de saison, et puis après chuter dans la saison, d'accord? Le deuxième intérêt, ça peut être que vraiment, jusqu'à maintenant, vous entraînez cyclo, vous êtes un peu diesel, etc. Et vous dites, bon, allez, je veux un peu me booster, passer ma puissance à un niveau, je vais après l'entretenir pour la réaugmenter juste avant mes courses importantes au mois de juin ou au mois de mai. Et à ce moment-là, c'est très pertinent, Baptiste, de travailler un mois de force avant et juste après un mois de puissance. Ça, c'est quelque chose qui est très pertinent. Mais pense à aussi faire après de la récupération, parce que là, 2 mois comme ça va être assez intensif. Bruno me dit, un copain s'est fait choper car il a trop pris de Ventoline. Tu as un conseil à lui donner. Merci Bruno. Moi, je suis désolé, mais un cycliste qui prend la ventoline, il y a quelque chose qui m'interpelle. D'accord? Voilà. Quand on est asthmatique, on fait du vélo, c'est très bon, mais du vélo en balade, d'accord? Du vélo d'effort, moi ça m'a toujours fait rire à mon époque, déjà dans les années 90, parce que je suis un vieux, mais il y avait des mecs qui me disaient on a de l'asthme de l'effort. L'asthme de l'effort, on a tous, hein. Quand on est au taquet, on a du mal à respirer, on fait du bruit, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ok? Alors je veux pas rentrer dans cette polémique-là, parce que vous savez qu'il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai eu plein de mecs qui m'ont dit que j'étais un bisounours, que j'étais naïf, etc., machin, et qu'aujourd'hui ils se régalent à dire ah bah t'as vu, Froome était dopé, parce qu'ils ont jamais écouté ma vidéo. Je ne dis jamais dans ma vidéo que Froome n'était pas dopé. Pour moi, c'est pas mon job, si vous voulez. Mon job, moi je suis entraîneur, donc je regarde comment Chris Froome s'entraîne, s'alimente, se prépare, et je dis tiens, il y a des choses intéressantes à prendre. Maintenant, est-ce qu'il est dopé ou pas? C'est pas mon job de définir ça. Je peux être critique vis-à-vis des instances et me dire etc. Mais c'est pas mon job. Vous voyez, chacun son job. Voilà. En France, on est les champions du monde pour s'occuper du boucher, de dire qu'il devrait faire ci, de faire là. On n'est pas boucher. Le chirurgien devrait faire ci, devrait faire là. On n'est pas chirurgien, d'accord? Bon, on est les champions du monde, on est des entraîneurs nationaux, d'accord? Parce que nous, on connaît mieux les joueurs que l'entraîneur national, on connaît mieux la tactique du groupe, etc. Donc, on donne notre avis. Ben non, moi, je fais pas ça. On m'a demandé mon avis sur les performances de Froome. Moi, je donne mon avis en tant qu'entraîneur, pas en tant qu'expert de la dope. Voilà. Les gars, ils font leur travail. Comme par hasard, on se rend compte que les grands champions, ils finissent toujours par tomber quand ils se sont dopés, d'accord? Donc, moi, je leur fais relativement confiance. Et en tout cas, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, parce que pendant que je me prends la tête avec ça, je m'occupe pas de mon entraînement à moi, d'accord? Parce que il y a une autre chose qui nuit au dopage, c'est les mecs qui disent tous dopés, parce que dans le cyclisme, il y a une espèce d'état d'esprit que tous les mecs qui sont meilleurs que moi, c'est parce qu'ils sont dopés. Ce qui sous-entend que moi, je m'entraîne vraiment de manière merveilleuse. Bon, moi, j'ai pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je regarde le mec, comment il s'entraîne. Alors, c'est sûr que si un mec, il s'entraîne pas, il est gros et il est meilleur que moi, je vais me poser des questions, d'accord? Et je vais pas, en tout cas, regarder comment il s'entraîne. Mais par contre, si un mec est meilleur que moi, je vais aller le voir, je lui demande comment il s'entraîne, qu'est-ce qu'il fait, et puis, ça m'aide à progresser. Et ça, c'est ce que je trouve d'intéressant de regarder. Chris Froome, il a peut-être des forces, etc. Il a peut-être des faiblesses, il est peut-être nul, etc. Mais moi, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je me dis que, franchement, c'est un coureur que je n'aime pas. Il a pas de charisme. Ses tactiques de course, elles mettent pas le feu. Vous regardez Armstrong, c'est le même genre, d'accord, mais c'est un mec qui mettait le feu. Pantani aussi, etc. Voilà. Mais c'est des mecs qui sont dopés. On le sait maintenant, ok. Mais Froome, il a pas un beau style. Voilà, Froome, Pantani, Contador, c'est des mecs, vous les regardez, Miguel Indurain, vous les regardez faire du vélo, c'est plaisant. Lui, c'est pas le cas. Donc, j'aime pas Froome, et je m'occupe pas de savoir si je l'aime ou pas. Mais je me dis, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, je les prends. Voilà. Après, le dernier point, et je ferai une vidéo là-dessus, qui me fait halluciner, c'est les mecs qui ont critiqué Froome, lui ont jeté de l'urine, lui ont jeté l'opprobre, alors que il n'y avait jamais eu de contrôle positif. Il y en a un maintenant, mais bon, quand même depuis des années qu'on le critique, excusez-moi, mais la présomption d'innocence, ça fait partie de la déclaration fondamentale des droits de l'homme. D'accord? Mais par contre, ces mêmes-là, ils me portaient au nu des Richard Virenque, des Laurent Jalabert, des Marco Pantani, des Jan Ullrich, qui eux avaient été pris au dopage. Donc là, il y a quelque chose qui m'interpelle sur le raisonnement, qui me semble être un peu à l'envers.
Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir lancé là-dessus parce que comme tu vois, c'est un sujet qui me touche à cœur parce que vraiment je me suis fait incendier sur Internet. Et la plupart du temps, c'était par des gens qui n'ont même pas écouté plus d'une minute de la vidéo que j'avais fait. Allez, Fabrice me dit, niveau alimentation, tu recommandes quoi le midi et le soir? C'est un peu vaste comme question, Fabrice, parce que ça va dépendre de plein de choses. Vous savez que moi, je préconise maintenant vraiment le régime, le jeûne intermittent, c'est-à-dire attaquer à manger qu'à midi, jusqu'à 8 heures, d'accord? Donc effectivement, le midi et le soir, qu'est-ce que je vais manger? Moi, c'est très simple. Si je fais pas de sport, je mange pas de féculents. Si je fais du sport, je mange des féculents juste après. Voilà. Et en dehors de ça, eh bien, je vais privilégier toujours un maximum de fruits et légumes, d'accord, maximum, sous forme de soupe, sous forme de salade, sous forme de haricots ou brocolis cuits, revenus, tout ce que vous voulez, d'accord, mais des fruits et des légumes. Donc, si j'ai pas fait de sport, je vais prendre fruits et légumes et protéines, poisson, viande, poulet, etc., des œufs, beaucoup, je mange beaucoup d'œufs, moi, voilà, et ça va dépendre de si j'ai faim ou si j'ai pas faim, d'accord. Et puis si j'ai fait du sport, ça va être des légumes, des fruits avec plus de féculents juste après l'effort, voilà. Et donc le soir, si je me suis entraîné le matin, eh ben je vais aller prendre des féculents et des légumes le midi. Si je m'entraîne l'après-midi, je vais prendre les légumes et les féculents le soir, et le midi ça va être légumes et protéines. Voilà. Je sais pas si Alain, Fabrice, pardon, j'ai été suffisamment clair pour toi. Parce que ta question elle est un peu vaste. Alain, je pense être descendeur, c'est Inès, c'est que qualité pendant la jeunesse. Alain, je suis désolé, je comprends pas ta question. Je pense être descendeur, c'est Inès, c'est de qualité pendant la jeunesse. Je comprends pas. Mais salut Patrick, salut Christophe. Dan qui me dit quand je commence l'entraînement de la puissance. Quand je commence l'entraînement de la puissance, j'en ai parlé Dan juste avant. L'entraînement de puissance pour moi, sauf si vous avez vraiment une période hivernale où vous voulez travailler ce point faible là, donc travailler un mois de puissance, ok, mais plutôt en intérieur pour pas prendre froid, mais c'est aussi intéressant. Mais sinon c'est travailler juste avant. Vous commencez un mois et demi avant votre objectif phare et vous arrêtez une semaine et 10 jours juste avant pour récupérer. Fred qui me dit merci pour ta réponse, merci. Didi qui me dit salut Nico, faut-il s'entraîner en club en début de saison? Alors après avoir fait un bon entraînement foncier, les entraînements en club c'est un excellent moyen de se préparer aux courses parce que souvent les sorties club, ça ressemble quand même au championnat du monde du quartier, d'accord? Il y a souvent des gens de bon niveau qui vous font faire du rythme, donc c'est des sorties rythme. Donc je dirais que juste avant vos courses, vous pouvez faire une sortie club une fois par semaine, voire même 2 fois par semaine, si vous voulez, mais faites quand même encore 1 ou 2 sorties à côté de récupération cool. Et par contre, en hiver et loin des objectifs, faites une sortie club tous les 15 jours. Ça vous mettra un peu de rythme, mais ne vous mettez pas au taquet. Ou alors, vous pouvez faire des sorties club, mais dans le groupe du dessous, de manière à le prendre très cool. Ça, merci Gabriel. Alors, Anto me dit « Salut, que penses-tu du changement de marque des Direct Energy et Cofidis ?» Anto, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Voilà. C'est du cyclisme pro. C'est pas dans mon cercle d'influence, vous voyez les gars, moi ce qui m'intéresse c'est vous, c'est moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer en entraînement. Bien sûr, je travaille avec des pros, bien sûr je m'en inspire de méthodes d'entraînement, mais le changement de contrat ou quoi que ce soit, c'est un peu de la politique, c'est sympa pour discuter avec les copains autour du bar, mais ça influence pas ma santé, mon dynamisme, mon énergie, tu vois. Peut-on commencer, alors il y a Ben qui me dit, peut-on commencer un entraînement intensif en puissance en hiver? Bon, les gars, oui, d'accord, mais faites attention, c'est pas quelque chose l'hiver, ça ne présente pas trop d'intérêt de faire trop d'entraînement en puissance. Vous pouvez faire, par exemple, 1 mois de foncier et vous faire 1 ou 2 séances sur le mois. Si vous entraînez 3 ou 4 fois par semaine, vous pouvez faire une séance de puissance
pour un peu décrasser le moteur, décalaminer, c'est intéressant. Ok, mais un vrai entraînement pendant 3-4 semaines où je vais faire vraiment une séance sur 2 de puissance, je vais travailler à côté pour la puissance, etc. Encore une fois, je le répète, c'est mieux proche des objectifs parce que votre niveau de puissance va augmenter. Mais si après vous le travaillez plus pendant plusieurs mois, inévitablement il va baisser. D'accord ? Donc faites-le monter en puissance. Ne vous usez pas tout au long de l'année. Faites-le monter en puissance. Les amis, il est 19h30. On est à mi-parcours. Que penses-tu, Nicolas, de la boisson Natura Gold de Forever ? Eh bien, écoute, mon cher ami, ce que j'en pense, c'est que c'est Natura Forever font des produits de bonne qualité puisque je distribue leur spiruline fluide que je trouve très bonne, en tout cas le Natura Blue original. Maintenant, le Natura Gold, je trouve que voilà, on sort un nouveau produit, etc. C'est plus pour faire du marketing, du business. Voilà, ça peut être toujours intéressant, mais le prix que ça vaut, je trouve que c'est un peu abusé. Olivier me dit, c'est un entraînement pour perdre du poids, se muscler avec le poids du corps, gainage, squat, pompe. Alors j'imagine que tu me parles du Body Wells. Ouais, c'est un entraînement à poids de corps, quoi. Bah écoute, moi je suis à fond dessus. J'utilise beaucoup le Tabata. Donc Tabata, c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, 8 fois. Ça fait 4 minutes. Et puis après, vous pouvez en faire 2 ou 3. Donc vous allez voir, je vais sortir des vidéos prochainement sur ce type d'exercice. On peut la plupart du temps le faire à poids de corps. Et à poids de corps, on peut vraiment faire des super entraînements. Il y a aussi les 7-minute workout. 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, 12 fois pendant 7 minutes. C'est un peu plus exigeant. Mais on a des résultats très rapides, en très peu de temps, et souvent on peut faire ça n'importe où. Donc c'est quelque chose que je vous invite à pratiquer. D'ailleurs sur le blog, si vous allez sur la meilleure cyclosportive, vous verrez que j'ai mis plusieurs exemples et c'est quelque chose que je pratique souvent. Voilà. Salut José. Alors il y a Thomas qui me pose la question, comment envisager une coupure de 2 semaines et demie en février avec l'objectif de saison pour le 8 juillet à la Faustocopie. Merci pour tes vidéos conseils. Mais merci Thomas. Comment envisager, ça me semble être pas mal. Je pense que ce qui peut être bien, si tu veux couper 2 semaines à mi-février, c'est de bien t'entraîner jusque-là, de faire un gros travail, soit foncier, soit sur le travail de force, ok. Et puis après, tu vas attaquer début mars. 15 jours de coupure, c'est bien pour se régénérer d'une longue période où on s'est entraîné, tu vois. Il faut faire attention, si tu peux pendant les 15 jours faire quand même un peu d'activité sportive, cool, mais un peu d'activité sportive, marcher, jouer au tennis, un peu nager, je sais pas ce que tu peux faire, d'accord. Pourquoi pas faire une fois du vélo, même en balade, mais pour entretenir le système cardiovasculaire, ne pas trop perdre. Et puis, après, tu reprends, on va faire une période de reprise plutôt en foncier de 2 ou 3 semaines, et puis un travail à nouveau intensif de 4 à 5 semaines juste après. Et puis après, là, ça va t'amener, je pense qu'on va être dans le mois d'avril. Mois d'avril, tu peux commencer à faire des compétitions pour te mettre dans le rythme et arriver début juillet pas mal. Alors, Benjamin, salut Benjamin, qui me dit quel est le thème de la vidéo ? Cette semaine, il n'y a pas de thème, mon cher Benjamin. Vous posez vos questions. On est beaucoup sur l'entraînement en période hivernale, mais il n'y a pas de thème. Je pense que la semaine prochaine, normalement, je vous confirmerai ça les amis, mais la semaine prochaine, le thème, ça sera plutôt l'électrostimulation. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'électrostimulation, on peut parler endurance, travail de force, travail de puissance, etc. Et il y a un moyen de travailler, c'est l'électrostimulation, parce que je risque d'avoir un expert complexe avec moi, donc ça sera sympa. Alors, il y a Olivier, salut Olivier, qui me dit faire de la PMA pour une personne qui ne cherche pas la performance ultime, mais plutôt faire des bornes sans trop souffrir en VTT, marathon. C'est vraiment utile. Oui, c'est utile. Très clairement, c'est utile, Olivier. Mais voilà, t'as pas besoin de faire des périodes de 3 semaines de PMA. Tu vas plutôt faire un entraînement où de temps en temps, tu vas les mettre, c'est-à-dire toutes les 2 semaines à peu près, tu vas les mettre une séance de PMA. Tu peux faire 2-3 semaines où tu vas mettre un peu de PMA pour augmenter en puissance et en changement de rythme. Ça, c'est toujours utile.
Roman me dit merci pour votre conseil. Bon, ben super. Alors pensez, hein, quand la réponse vous convient bien, ça m'aide moi de voir défiler des j'aime et des cœurs, et puis ben, posez vos questions pour aller à approfondissement. Christopher me dit, et quand tu roules en peloton, comment ne plus avoir peur? Alors, ben, on revient un peu à la même chose, Christopher, d'accord? Alors, en dehors, je leur ai dit, en dehors des traumatismes, d'accord? En peloton, d'une manière générale, si vous voulez, la peur, elle s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus vous pensez à la peur, plus vous avez peur, ok? Donc, en peloton, il faut se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Vous vous concentrez sur la roue qui est devant vous, ok? Et si vous vous concentrez là-dessus, eh bien, vous ne pensez pas à la peur. Parce que si vous pensez à la peur, vous allez commencer à avoir des gestes un peu hésitants, vous allez avoir des réactions des fois un peu vives, et là, du coup, le résultat, vous faites peur aux autres qui vous gueulent dessus, vous vous crispez encore plus vous vous crispez, plus vos gestes sont saccadés, et vous êtes dans la spirale. Donc l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la descente, travailler le relâchement régulièrement, soit le matin, soit le soir, vous savez, en faisant des assouplissements, travaillez le relâchement et apprenez à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous pensez à la peur, c'est que vous n'êtes pas concentré à ce que vous êtes en train de faire. Ok? Donc vive la méditation. Alors, Arnaud qui me dit, salut Nico, fais-tu des programmes personnalisés? Oui mon cher Arnaud, des programmes, je prends peu de personnes. Donc il faut savoir que sur le mois de décembre, je suis déjà plein. Complet. Je vais avoir quelques personnes qui partent en janvier parce qu'on a fini l'année ensemble, et je prends très cher parce que je fais du sur-mesure de très haut de gamme, d'accord? Mais ceci dit, je vous fais vraiment un accompagnement personnalisé sur les niveaux entraînement, des entraînements adaptés à vous, votre niveau et à votre vie quotidienne, d'accord? Des entraînements sur le mental. Parce que pour moi, c'est la clé. Vous pouvez avoir les meilleures techniques du monde, être en meilleure condition physique. Si vous n'avez pas le mental, vous entraînerez pas. Et le jour de la course, vous passerez à côté. Et puis, bien sûr, sur l'alimentation. Merci, David. Tiens, je reprends. Alors, c'est pas du café, c'est du thé, mon cher David. Un petit thé vert très léger, parce qu'on est en fin de soirée. Ok, mais ça aide à éliminer, c'est pas mal. Oh, tiens, il y a ma Brie qui est là. Salut, Brie. Christophe me dit, coucou, j'ai un pote qui a plein de poils aux pattes. Tu lui conseilles quoi pour être au top en cuissard? Bah écoute, moi personnellement, le poil aux pattes, ça me va pas, c'est pas confortable. Donc, mais chacun fait comme il veut. Mais moi, je vous le dis tout de suite, je m'épile. Voilà. Et j'ai essayé de pas m'épiler l'hiver, mais le problème c'est que l'hiver je fais beaucoup d'électrostimulation et de massage. Et quand vous avez des poils, quand vous arrachez les patchs de l'électrostimulation ou des massages, ou que vous mettez des bandes pour pas vous blesser, franchement c'est pas agréable. Et l'été, je trouve que le fait de pas avoir de poils sous les jeans c'est un merveilleux. Et quand vous faites du vélo, que vous transpirez, la sueur, des fois la gourde un peu sucrée qui tombe sur les poils, c'est inconfortable au possible. Dernier point, mais complètement perso, c'est que ma femme, elle kiffe le fait de pas que j'ai pas des poils. Benjamin qui me dit, que penses-tu des power tape? C'est des capteurs de puissance dans le moyeu de la roue. Franchement, j'ai essayé une fois il y a assez longtemps. J'ai trouvé ça pas mal. Ça présente des avantages. C'est un peu moins précis et un peu moins intéressant, je trouve, que les capteurs au niveau du pédalier. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'ai des roues d'entraînement en ce moment, là l'hiver, je roule avec des roues d'entraînement, je change ma roue, je mets ma roue de compétition, j'ai toujours mon capteur de puissance. Ou alors il faut que j'ai deux capteurs de puissance dans deux roues différents, ce qui alourdit la roue. Je préfère avoir le pédalier un peu alourdi plutôt que la roue. Voilà. Mais après c'est pas mal, c'est accessible. Voilà, ça fait partie des bons capteurs de puissance, quoi. Vous pouvez y aller. Hein. Après, une fois que vous avez de la fiabilité, vous pouvez y aller, quoi. Alors Fabrice qui me dit, qu'est-ce que tu conseilles comme complément alimentaire pour prendre en masse musculaire? Alors Fabrice, tu veux prendre de la masse musculaire, toi t'es pas un cycliste, parce que les cyclistes ils veulent pas prendre de la masse musculaire, ok. Mais très clairement, c'est des protéines, un apport en protéines. Donc moi je le dis tout de suite, je préfère des apports en protéines naturels, parce que quand on veut prendre de la masse musculaire, Fabrice, il faut prendre grosso modo
2 à 3 grammes de protéines par jour et par kilo de poids. D'accord? Donc, il faut savoir que la viande, en moyenne, la viande, le poisson, tout ça, contient une vingtaine de grammes de protéines pour 100 grammes de poisson. Ok? Donc, voilà, faites le calcul. Et donc, vous pouvez largement avoir ce qu'il vous faut en protéines. Si vous voulez rajouter des protéines de haute qualité, donc sachant que si vous mangez des œufs, de la viande et du poisson, vous avez des protéines de haute qualité. Si vous mangez des fromages, plutôt fromage de brebis et fromage de chèvre, c'est mieux, d'accord? Eh bien, vous avez des protéines, les fameux BCCA, vous les avez dans ces aliments que je viens de citer. Et puis ensuite, vous pouvez prendre un petit complément alimentaire en spiruline qui est riche en protéines végétales de haute qualité, et ça c'est intéressant. Voilà. Pour le reste, ce qui va t'aider à prendre de la masse musculaire, évidemment, ça va être ton entraînement associé à une bonne alimentation, donc riche en protéines de bonne qualité. Ne prenez pas, je vous en prie, des poudres en protéines qui contiennent des lactoses industrielles qui vous massacrent l'organisme. J'ai eu personnellement 3 amis qui sont morts à 28 ans parce que jeunes, ils prenaient ces poudres, ils étaient en salle de musculation, ils adoraient ça, ou alors ils faisaient du sport. Et les mecs, ils ont eu des cancers du pancréas, tous les 3. D'accord, c'était 3 mecs qui se connaissaient, un qui était skieur, un qui était, on va dire plutôt musculeur, et puis un qui était footballeur, mais qui avait pris ça pour prendre de la masse, etc., pour mieux récupérer. Donc n'en prenez pas de ces produits industriels, prenez des produits naturels pour l'apport en protéines, ça suffit largement. Alors, Fabrice met un autre qui me dit « Cela va faire ma 3e saison route en départemental en 2018. Mon pédalage a changé. Il y a 2 ans, je tirais plus gros. Maintenant, je mouline plus de manière naturelle. J'ai bien progressé, certes, mais as-tu une explication physique, mentale? Merci. » L'explication... si, c'est très simple, Fabrice. Si tu moulines plus, mais que tu tires les mêmes braquets, tu vas plus vite. Si tu moulines plus, mais que tu tires moins de braquets, c'est que tu t'es entraîné plus à mouliner, tu as suivi le rythme, etc. Mais tu faisais moins du travail de force, moins du travail de puissance, et donc tu as perdu en puissance. Tu gagneras à travailler également ta force, d'accord, de manière à ce que tu ailles de plus en plus vite, tu as cette capacité à aller de plus en plus vite en vélocité et à tirer plus de force, d'accord. Plus on va pédaler en moulinant, plus on va économiser les muscles, donc on va pouvoir durer plus longtemps, ok. Mais le rendement, le couple, il vient de la force. Et en plus, la force, quelque part, elle est un peu illimitée. Donc, travailler la force pour être efficace, pour faire la différence, mais travailler la vélocité pour durer longtemps. Et puis après, vous trouvez le bon équilibre en fonction de votre niveau, en fonction de votre fraîcheur, de ce qui vous convient. Si tu ne travailles pas régulièrement la force, tu vas perdre en force. Donc, ta puissance, elle peut rester pareille, mais tu as perdu en force, tu as gagné en vélocité. Tu peux très bien gagner en vélocité tout en gagnant en force, c'est pas incompatible. Alors, Romaric, Johan qui me dit je suis entièrement d'accord, je sais pas de quoi c'est, mais c'est pas grave. Salut, je ne fais quasiment pas. D'accord. Alors Romaric, il faut que tu reposes ta question. Christophe me dit coucou, j'ai un pote qui est toujours à fond sur ses sorties endurance. Qu'en penses-tu? Christophe, tu as toujours un pote qui... c'est une connerie. Une sortie endurance, c'est pas à fond. Une sortie endurance, c'est une sortie endurance. Une sortie puissance, c'est une sortie puissance. Vous voyez, il vaut mieux faire une sortie endurance très lentement et longtemps. On va développer des qualités cardiovasculaires, on va perdre du gras, etc. On va pouvoir se concentrer sur la gestuelle. Et puis, vous faites des sorties plus courtes, mais beaucoup plus intenses, ce qui fait que vous augmentez votre niveau de puissance. Mais là, être moyen partout, c'est des entraînements finalement en résistance. Ce qui est généralement la plupart de ce qu'on fait en sortie club, ce qui ressemble à ce qu'on fait en course. Ça, c'est extrêmement usant pour l'organisme. Au début, on peut progresser, mais très vite, on va avoir un seuil et on va à un niveau de fatigue qui est préjudiciable pour votre progression. Donc, dis à ton pote que c'est con ce qu'il fait. Alors, Alain me dit la patrouille fonctionne, ok, on parlait de Froome, j'imagine. Romaric me dit je ne fais quasiment pas de jours de repos. Tout au plus, un jour tous les 15 jours, 3 semaines. Par contre, je fais du home trainer en zone 1 et 2, le lendemain de grosses séances. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Moi, je pense que oui, Romaric, parce que l'entraînement, on sait très bien que pour optimiser ton entraînement, il faut que tu fatigues ton organisme,
mais qu'après, si tu lui laisses le temps de récupérer et que tu lui apportes les nutriments, ton organisme va passer au niveau supérieur. Si tu le fatigues tout le temps, tu le fatigues tout le temps, tu le fatigues tout le temps, eh bien, ta progression va diminuer. Et en fait, tu risques d'être pris du syndrome du surentraînement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le fait de t'entraîner tous les jours sans récupérer, qu'est-ce qui va se passer? Tes performances vont commencer à diminuer. Et là, tu vas te dire, c'est parce que je m'entraîne pas assez, et tu vas t'entraîner plus. Et plus tu t'entraînes, plus tes performances diminuent. Et là, on est pris dans le syndrome du surentraînement. Donc, Romaric, moi, je me mets une sécurité, et une sécurité à mes clients. La base, c'est d'avoir minimum 1 jour de repos par semaine. D'accord? Moi, je pense que 2 jours de repos, c'est très efficace, surtout quand on a plus de 30-35 ans. Et après, toutes les 3-4 semaines, on fait une semaine où on diminue la charge pendant toute la semaine. Voilà. Et tous les trimestres, on fait une semaine complète de coupure. Ça, pour moi, c'est des règles simples qui vous garantissent qu'en termes de récupération, vous faites ce qu'il faut. Entre-temps de ces zones de récupération, allez-y, lâchez-vous. Alors, si ça vous va comme réponse, pensez à me mettre des pouces, des cœurs ou des j'aime, d'accord? Si ça vous va pas, demandez-moi un complément dans les questions. Alors, il y a mon pote Chris de Horizon, enfin de Valençol, qui est là. Je te salue, Chris. Alors, mais un autre Chris me demande comment travailler sa puissance, soit home trainer ou sur route. Eh bien, la puissance, elle se travaille de plusieurs façons. La puissance, c'est d'abord la combinaison de la vélocité et de la force. Donc, ça se travaille de manière qualitative sur la gestuelle par des périodes de travail de vélocité, des périodes de travail de force. Sur le plan physiologique, musculaire d'abord, on va améliorer la puissance en travaillant la force, clairement avec de la musculation, et en travaillant l'explosivité, donc soit en faisant des entraînements ou des exercices où on est en isométrie. Vous savez, voilà, par exemple, on met les deux mains l'une contre l'autre, on va pousser ou on va tirer, les muscles ne bougent pas. Le fameux exercice de la chaise contre un mur. Okay, ou alors on va faire des sauts. Et enfin, sur le plan cardiovasculaire, et donc réponse de l'organisme à une sécrétion d'acide lactique, d'accord? On va habituer l'organisme à l'acide lactique, eh bien on va faire des fractionnés, des fameux 30-30, qu'on peut aussi pousser en fractionné long sur 2 ou 3 minutes. Eh bien ça va nous développer notre puissance, évidemment aussi sur le plan musculaire, mais principalement sur le plan cardiovasculaire, pour nous apprendre à résister plus longtemps à l'acide lactique et à pousser notre puissance le plus loin possible. Est-ce que ça vous va comme réponse sur la PMA, la puissance? Parce que la puissance, on peut en parler pendant des heures, d'accord? Mais ça donne déjà des bases intéressantes. Nicolas qui me dit comment optimiser sa respiration. Bien respirer égale baisse des battements par minute et une meilleure oxygénation. Alors, oui, plusieurs conseils, Nicolas, c'est excellent que tu poses ça. Parce que vraiment, 2018, je vais vraiment essayer de vous éclairer là-dessus, parce que la respiration, une bonne respiration, effectivement, c'est une bonne oxygénation des muscles, donc un meilleur rendement. Une bonne oxygénation, c'est une meilleure relâchement et relaxation, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très utile. D'abord, le premier point sur la respiration, c'est d'être conscient de comment je respire. Est-ce que je respire par le nez ou est-ce que je respire par la bouche? Vous pouvez faire ça sur le vélo, mais vous pouvez faire ça aussi en dehors du vélo. Comment je respire? Est-ce que je respire en gonflant mon thorax ou en gonflant mon ventre? Est-ce que je respire d'abord je gonfle le ventre, ensuite le thorax? Vous voyez? Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire hors entraînement pour être capable après de le faire dans l'entraînement. Okay? Et enfin, dernier conseil simple et pratique pour améliorer ses capacités respiratoires. Alors, il y a des appareils qu'on peut acheter qui coûtent très cher, mais vous pouvez simplement vous amuser dans des séances d'endurance de faire 3 secondes d'apnée toutes les 2 minutes. Et puis, vous faites ça pendant 20 minutes, par exemple, d'accord? Okay, ça vous faire 10 fois. Et puis, vous allez passer à 4 secondes. Et puis 5 secondes. D'accord? Allez-y doucement parce que au bout d'un moment, ça peut donner mal à la tête. Ça peut donner le tournis, vous pouvez vous casser la gueule. Donc, allez-y de manière précautionneuse, mais c'est un moyen de vous entraîner en hypoxie qui est excellent pour que les muscles
une fois que vous allez donner de l'oxygène, ils vont absorber mieux l'oxygène parce que vous leur avez appris à vous en priver. Voilà Nico, j'espère que j'ai répondu à ta question et que ça vous semble intéressant ce problème de respiration, en tout cas améliorer ses capacités respiratoires. Un pouce et un j'aime juste en dessous. Merci les amis. Alors, il est 53, je prends les quelques dernières questions. Guillaume qui me dit « Salut Nico, je fais du vélo taf. » Donc, tu vas au boulot en vélo, 2 fois par jour, 7 km, soit 14, merci les gars pour les pouces j'aime, soit 14 km par jour pendant 5 jours, qu'en vélocité, car j'ai peur de me blesser sur une distance si courte. Qu'en penses-tu le dimanche en sortie club? Je tourne à 93 RPM de cadence de pédale, j'imagine. Oui, mais qu'est-ce que j'en pense? Le vélo taf, c'est un super entraînement. Encore une fois, la régularité vaut mieux que la quantité. Donc, il vaut mieux faire 14 km tous les jours pendant 5 jours que faire 5 fois 14, 5 fois 15, ça va nous faire, on est aux alentours de 50 bornes à peu près, si je dis pas de bêtises, non un peu plus, 75 bornes, 80 bornes. Il vaut mieux faire 5 fois 14 bornes tous les jours qu'une sortie de 75 ou 80 bornes par semaine. Et si en plus tu peux rouler le dimanche, bah là tu as un très très bon entraînement. Moi je pense que ta sortie de 7 km au retour, tu peux faire un petit travail d'intensité si ça t'amuse, pour t'amuser. Mais voilà, ton intensité, ton endurance, tu la travailles en club, avec la sortie club, parce que sortie club, j'imagine qu'il doit y avoir du tempo. Alors, Ben, merci, ou Cédric. Johan qui me dit, que penses-tu des BCA pour la récup? Les BCA pour la récup, c'est très très bon. Les BCA, c'est des acides aminés essentiels, c'est des protéines de très haute qualité. On en retrouve dans plusieurs aliments, beaucoup dans les laitages, mais attention, parce que le laitage de vache étant extrêmement riche en facteurs de croissance, beaucoup trop riche pour un être humain, ça entraîne souvent des cancers, de l'acidose, des développements organiques qui sont pas très bons. D'accord? Donc évitez les BCA d'origine laitage. Privilégier les BCA d'origine végétale, c'est rare, mais il y en a notamment dans la spiruline et tout ce qui est BCA dans les viandes, les poissons et les œufs, c'est extrêmement bon pour la récupération, effectivement, parce que là, ça va directement dans vos muscles et ça les reconstitue tout de suite. Ça va améliorer votre sommeil, ça va réguler votre appétit, c'est vraiment super bon. Mais évitez, encore une fois, les poudres et les gélules riches en BCA qu'on vous fait payer hors de prix. Dan, merci à toi aussi pour les réponses. Salut Jean-Pierre, salut Philippe. George qui me dit « Salut Nico, j'ai commencé les séances Tabata et muscu. Agréable de travailler intelligemment sans se flinguer. » Bravo George. La petite semaine décalaminage en ski de fond. Pas de contre-indication, le cardio. Alors attends. Là, je suis en petite semaine, j'imagine, décalaminage de ski de fond. Pas de contre-indication. Le cardio, bah non, c'est super. Je veux dire, si tu fais, franchement les gars, si vous faites du Tabata tous les jours et que 1 ou 2 fois par semaine, vous faites du cardio, soit en ski de fond, soit en course à pied, soit en vélo, soit que sais-je, vous faites un super entraînement. Vous faites un super entraînement. Vous allez rattaquer la saison, mais plein badin. Camille qui me fait « Oh Nico, Camille, dis-moi en plus ». Xavier, salut mon ami Xavier. On se prépare pour l'étape du tour. Alors, qui me dit comment dois-je faire pour m'entraîner pour la cyclosportive du Mont Blanc? Eh ben, mon Xavier, c'est de la distance et c'est de la côte. Alors, actuellement, si tu peux pas en faire, c'est du travail en force, d'accord? Travail en force assis, travail en force en danseuse, alterner les deux, changer les rythmes. D'accord? Et puis, très clairement, l'essentiel de ta performance va dépendre de ton poids. Donc, travailler ton alimentation pour bien équilibrer ton poids. Une cyclo comme celle du Mont Blanc, comme l'étape du Tour, comme la Marmotte, comme les gros cyclos et encore plus, où il y a du dénivelé, les gars, vous devez viser entre 5 à 10 kilos en dessous de votre taille moins 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais 1m80.
moi je fais 1m86, d'accord, mais je vous donne un exemple, je fais 1m80. J'enlève 100, ça fait 80 kilos. Ben, à 80 kilos, vous allez en chier. À 75 kilos, ça sera pas mal. À 70 kilos, vous allez voler. Voilà. Benjamin me dit, on te voit à la Corima cette année. Eh ben, écoute, je pense. J'ai pas encore bien regardé mon calendrier, mais c'est pas une course cible pour moi, Benjamin, pour être honnête. Mais si je peux, c'est une course que j'aime bien. Alors, Guillaume me dit, salut Nico, je fais deux fois par jour 8 km de vélo taf en vélocité. Bon, ben, on a déjà eu Guillaume. Lo me dit, salut Nico, peux-tu parler du fasting que je pratique déjà, mais un jour de course, comment gérer? Le jour de course, comment gérer? Ah, c'est intéressant, ouais, tout à fait. Alors, de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup plus en performance, notamment sur des sports d'endurance comme le vélo, quand on part à jeun, d'accord? Mais attention, c'est à tester. Donc, moi, je t'invite à tester ce que j'ai commencé à tester, mais que je vais valider l'année prochaine. C'est-à-dire que je vais partir à jeun aussi sur les courses, mais tout de suite, je vais prendre de la boisson énergétique et tout de suite, au bout de 20 minutes, je vais commencer à manger sur le vélo. D'accord? Mais le côté on doit manger 3 heures avant, etc., c'est pas mal remis en question par justement les adeptes du fasting, les crossfitters, etc. Prendre de l'énergie finalement juste avant un effort, c'est peut-être pas si indiqué que ça, notamment sur des efforts style endurance comme le cycliste. Alors, Dominique, dernière question, et puis après, il est 20h, les amis, hein, d'accord? Donc, désolé, une fois de plus, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu du coaching live. Alors, salut Nico, je voulais savoir, pendant la période endurance, quand tu préconises d'être entre 70 et 80% de la FC Max, si je suis en dessous, par exemple, à 65, sur une trop longue période, voire même la sortie complète, il faut mieux que j'augmente mon rythme pour monter à 70% si je veux avoir les bénéfices pour augmenter mes capacités foncières et aussi pour brûler du gras. Alors, à 65%, franchement, tu vas brûler du gras, tu vas développer tes capacités cardiovasculaires. Voilà. Un petit peu moins qu'à 70-80%, mais te prends pas la tête. Je préfère que tu partes à 65 et que progressivement tu augmentes. Évidemment, d'accord, c'est plus le rendement est meilleur à 80%, tu vas brûler plus de calories, plus de graisse, etc. Mais c'est si tu le fais de manière progressive. Si aujourd'hui tu es bien à 65%, fais du 65% et monte progressivement. Franck me dit, salut Nico, pendant combien de temps je fais ma cure de Natural Blue? Écoute, moi je le fais à l'année, alors à toi de voir. C'est pas une cure, c'est un style d'alimentation parce qu'aujourd'hui, mon cher Franck, on manque de nutriments. On est suralimenté, mais on est mal nutri. Et donc, la spiruline, c'est un moyen d'être sûr de t'apporter les micronutriments nécessaires. Arnaud me dit, merci pour ta réponse, mais j'en ai une deuxième. Que penses-tu si tu connais des roues Vision Trimax T42, le prix étant intéressant, sont-elles suffisantes pour des courses FFC sur parcours plat? Je connais pas. Je suis désolé Arnaud, je connais pas. Franck me dit, salut Nico, pendant combien de temps je fais ma cure? Je viens de te répondre. Ah, Frédéric, je te laisse Nico, tes conseils sont toujours au top. Merci Fred. Bonne soirée Olivier. Laurent qui me dit, salut Nico, monter des côtes à fort pourcentage à mon maxi est-il bénéfique pour améliorer mes qualités de grimpeur? Bien sûr, mais attention Laurent, c'est vraiment du travail spécifique, hein, c'est un truc où tu vas te mettre au taquet, hein, c'est des intervalles intensifs, donc il faut pas en faire tout le temps. Voilà, il faut en faire sur une période précise. Ou alors tu en fais une fois de temps en temps pendant ta période hivernale, ok? Donc ça se met au milieu d'un programme. Faire toutes les semaines les mêmes entraînements, quand bien même c'est le meilleur entraînement du monde, au bout de 3, 4, 5 semaines, votre entraînement devient nul, vous ne progresserez plus. Merci Nico pour ta réponse. Oui, j'ai amélioré la qualité de mes entraînements. Je varie force et vélocité désormais. Je me sens plus fort et donc je sens que je peux varier. Bon, écoutez, voilà, super. Merci les gars. Avant de se dire au revoir, quelques j'aime encore et quelques cœurs pour si vous avez aimé cette conférence. Comme d'habitude, je vous retrouve sur la meilleure cyclosportive de votre vie. Si vous avez envie, est-ce que je vous donne les attendez, je regarde si je peux vous donner les petits bonus. Les petits bonus, est-ce que je peux vous donner, pour ceux que ça intéresse,
Eh bien, écoutez, je vous fais la promo spéciale coaching live, d'accord. Vous pouvez avoir tous les programmes. Merci pour tous vos j'aime et tous vos pouces, c'est super sympa. Moi, je vous donne dans les commentaires, eh bien, l'accès à tous les bonus, tous les produits de la meilleure cyclo à prix promotion, uniquement sur ces liens-là. Donc, profitez-en. Vous pouvez même faire partager à vos amis. Doom qui me dit tes réponses sont toujours au top, merci beaucoup. Je vais écouter, je progresse, merci. Oh, salut Mikash, dommage on n'a pas pu se voir. Ciao Xavier, ciao, super, merci Antoine, merci Guillaume. Bonne soirée à vous aussi. Allez, salut à tous. Salut Alexis, salut, ciao. Et eh bien écoutez, je crois qu'on arrive au bout, d'accord. Désolé pour ceux pour qui j'ai pas dit la réponse. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, peut-être pour ce fameux coaching live sur l'électrostimulation.